Moi, je vais vous présenter Initia, ma structure. Alors, j'ai quelques chiffres supplémentaires en plus des diapos, donc je vais tenir ma tablette dans les mains en même temps. Hein. Je suis désolé voilà, pour la forme. Je n'ai pas la prestance du président de Rétis. Alors, oui, je vais passer d'autant plus que ça doit être le jet lag, mais on est le jeudi 3 octobre, ça n'existe pas. Donc, on est bien jeudi 5 octobre. Pardonnez-moi. Donc, petite présentation rapide peut-être du contexte et de la situation de la Corse, comme l'a fait Olivier et comme le fera, je pense. Non. Pas du tout. Mais tout le monde sait où est la Réunion, peut-être. Voilà. Bon, tout le monde sait aussi où est la Corse. Le des temps modernes, Google, qui fait ça très bien. Voilà. Mais peut-être un petit rappel, parce que la géographie et l'histoire ont des incidences sur la façon dont on a créé nos structures. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie que je vais la prendre. Donc la Corse est située au cœur du golfe de Gênes, en Méditerranée. C'est une des nombreuses îles de la Méditerranée, la troisième en termes de superficie, donc c'est 8680 km². Et elle se caractérise, comme vous le savez sûrement, par un relief très découpé, surtout une côte, pardon, un littoral très découpé, et un relief important, hein, le sommet. Le Monte Cinto se culmine à 2800 mètres pour une petite île comme ça. Donc c'est une montagne dans la mer avec toutes les contraintes que ça impose. Hein. La loi littorale, la loi montagne, très difficile, très compliqué de pouvoir à un moment donné aménager ce territoire. Et surtout, ça fait des micro-régions qui sont souvent très cloisonnées et donc qui ont une incidence en termes de développement économique puisque l'urbanisation s'est faite surtout autour de deux pôles, Ajaccio et Bastia, deux villes qui regroupent, je pense pas, je suis même sûr, la moitié de la population, plus de la moitié de la population. Donc 345 000 habitants, on a un peu plus d'habitants que la Nouvelle-Calédonie, 4 aéroports, 7 ports de commerce. Là encore, la géographie l'explique. Hein, le réseau routier est très compliqué et très coûteux. Donc on a privilégié les accès par les ports et les aéroports. Mais il y a aussi une histoire politique qui explique que chacun voulait aussi son port et son aéroport. Donc un PIB de 9 milliards, d'un peu plus de 9 milliards d'euros. Ça nous situe comme la dernière région. Alors on fait partie de ce qu'on appelle la métropole. Non, enfin, je sais plus, je sais pas. France hexagonale. Ouais, mais enfin, en tout cas, on fait partie de la. Voilà, il y a la France métropolitaine qui intègre la Corse et ensuite les territoires ultramarins. Nous, on est la dernière région par son PIB. C'est une économie qui est fortement tertiarisée, avec une prégnance de l'administration. Beaucoup de fonctionnaires territoriaux, de fonctionnaires hospitaliers, de fonctionnaires d'État. Des établissements de petite taille. C'est toi qui rappelais le chiffre hier, je crois, à 90% de TPE, chez nous en tout cas. Chez vous aussi, des PME, des TPE. Très peu d'entreprises de taille intermédiaire et pas de grands groupes a priori. Et un taux de chômage, par contre, qui est très bas, hein, 6%. C'est l'un des plus bas des régions françaises. Donc il y a quand même une dynamique entrepreneuriale, mais sur des toutes petites structures. Au niveau de la recherche publique, j'en parle parce que c'est quand même aussi important. C'est un facteur de développement de l'innovation. Ce n'est pas le seul, mais il est pas négligeable. Donc on en parlait hier. Une université, l'université de Corse, Pasquale Paoli, qui comporte à peu près entre 4500 et 5000 étudiants, plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, on doit être à 150 en comptant les équipes de l'INRAE. On a le BRGM, l'IFREMER, mais c'est vraiment des toutes petites implantations. Voilà, c'est principalement l'université, les labos de l'université de Corse qui représentent le gros de la recherche. Un petit mot sur le volet institutionnel, là aussi. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, bien évidemment, mais le statut de la région Corse de 1982 a été pionnier en matière de décentralisation, avec la loi Defferre, le statut de 1982. On a eu plusieurs
plusieurs évolutions, plusieurs étapes institutionnelles. Là aussi, avec les statuts JOX, un processus en 2002 de Matignon qui a permis à la Corse d'avoir, encore une fois, des moyens plus importants au niveau de la collectivité territoriale. Et ensuite, le statut actuel, hein, suite à la loi NOTRe, qui avait institué la collectivité territoriale de Corse en 2010, qui institue une collectivité unique. On n'a plus qu'une seule institution, en gros, qui concentre toutes les compétences, quasiment toutes les compétences, puisqu'elle a absorbé les 2 anciens départements. Donc la Corse, je crois, avec l'Alsace, a cette particularité d'être, de ne plus avoir de département officiellement, hein, puisque aujourd'hui, les compétences des départements ont fusionné avec celles de l'ancienne région au sein de ce qui s'appelle maintenant la collectivité unique, la collectivité de Corse, qui a vu le jour le 1er janvier 2018, comme je le disais. Et donc nous ne sommes pas une région au sens administratif, nous sommes une collectivité unique. Donc c'est important, puisque j'ai pu voir en Nouvelle-Calédonie, on a pu se rendre compte que les circuits de décision, les compétences, les répartitions des compétences complexifiaient un petit peu les décisions. En Corse, j'allais dire c'est simple, c'est peut-être même trop simple aux yeux de certains, c'est la collectivité de Corse qui réunit toutes ces compétences. Donc vous les avez ici, hein, du social à l'environnement, en passant par la politique de l'eau, l'agriculture, les transports, et bien évidemment l'économie et l'innovation. Donc on a, nous, au sein de la collectivité de Corse, un organe exécutif qui est composé de 11 conseils exécutifs, me semble-t-il, avec donc c'est l'équivalent des vice-présidents, hein, dans les régions, c'est l'équivalent du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mais j'ai envie de dire avec les compétences des provinces en plus. Et on a donc un conseil exécutif en charge de l'économie et de l'innovation. Donc s'il est d'accord pour faire évoluer le dispositif, c'est bien. S'il n'est pas d'accord, c'est compliqué. L'historique de la création d'Initia. Donc Initia, comme c'est pas une structure aussi ancienne qu'Hélioparc, mais a vu le jour, enfin l'incubateur de Corse a vu le jour en 2006. Au départ, on l'a créé au sein d'une agence, l'Agence de développement économique de la Corse, donc qui est l'outil de développement économique de la collectivité territoriale de Corse. Pourquoi ça a été créé au sein de l'agence? Parce que beaucoup étaient réticents de créer une énième structure, etc. Donc il fallait à un moment donné faire ses preuves au sein de l'outil de développement économique dans lequel personnellement moi j'étais salarié. Donc je m'occupais déjà d'innovation et l'idée c'était de créer un dispositif. Alors il y avait des moyens de financement de l'innovation qui fonctionnaient, mais on s'est rendu compte, et la loi de l'innovation de 1999 avait déjà éclairé en instituant les incubateurs, on s'est rendu compte que de donner de l'argent à des porteurs de projets, c'était bien, mais leur apporter des conseils, un accompagnement, les guider, une feuille de route, c'était mieux. Et d'ailleurs, ça permettait de mieux utiliser les financements qu'ils obtenaient par ailleurs. Donc l'incubateur a été créé en 2006, on a tout de suite intégré le réseau Rétis, très important, au sein de l'Agence de développement économique de la Corse, avec des missions qui étaient limitées aux projets issus ou en lien avec la recherche publique. Donc c'est une situation qui a évolué très vite, puisque ce modèle d'accompagner des porteurs de projets, de les guider, s'est révélé être pertinent. Et on a été un petit peu bridé pendant ce temps-là par le fait qu'on ne pouvait pas accompagner d'autres types de projets qui n'étaient pas forcément en lien avec le milieu académique, mais qui innovaient. Et d'une part. Deuxièmement, l'Agence de développement économique, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, mais avec des lourdeurs administratives qui étaient pénalisantes pour nos métiers. Et troisièmement, il y a un troisième point, les partenaires avec lesquels on commençait à tisser des liens, l'Université de Corse, les communautés d'agglomération d'Ajaccio, de Bastia, la Chambre de commerce,
ne s'appropriaient pas l'outil et ça pouvait poser des problèmes dans le sens où notre rôle, c'est aussi d'être un ensemblier, d'essayer de rassembler des compétences, des moyens, d'utiliser des dispositifs et même de les susciter quelquefois, de faire des propositions. Et en étant dans une agence de développement économique qui ne dépendait que de la collectivité de Corse, alors même si c'est l'institution omniprésente et importante de Corse, nous coupait un petit peu de ses partenaires. Donc l'idée était de créer un outil en dehors de l'ADEC qui portait les missions d'incubation, qui étaient élargies à des projets pas forcément issus ou liés à la recherche publique, et d'avoir aussi d'autres missions, et je y reviendrai dans la slide d'après, plus tardivement, d'autres missions que le simple accompagnement. Donc à ce stade-là, 2013, on est 2 personnes. J'ai une assistante et j'accompagne les projets. On crée l'association, je recrute une chargée d'affaires et surtout, on intègre dans la gouvernance d'autres acteurs que la collectivité territoriale de Corse et sa filiale, je dirais, l'Agence de développement économique. Et depuis 2017, on fonctionne par convention. Alors là, j'ai cité uniquement la convention la plus importante qu'on a avec la collectivité de Corse, mais on a des conventions avec d'autres partenaires, et du coup on a un outil qui est plus partenarial, que s'approprient d'autres acteurs importants de notre écosystème. Voilà, sur la gouvernance. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de 8 personnes, donc moi-même à la direction, j'ai une assistante de direction qui s'occupe de l'administratif, 2 ingénieurs projets situés à Ajaccio et une à Bastia, avec chacun un chargé de mission en appui, une chargée d'animation, puisque Olivier vous a parlé des nombreuses animations. Nous aussi, on doit être à une animation tous les 15 jours. Donc elle porte ses activités d'animation et de communication. Je reviendrai en détail après. Et en ce qui concerne la gouvernance, je tourne, il y a tout là. En ce qui concerne la gouvernance, donc la collectivité de Corse, qui est, comme je vous l'ai dit, l'institution qui a toutes les compétences en matière de développement économique d'innovation, l'Université de Corse, les 2 communautés d'agglomération de l'île, donc le Grand Ajaccio, le Grand Bastia, la Chambre de commerce de Corse, qui depuis 2018, elle aussi, s'est régionalisée, donc il n'y a plus de chambres départementales, et des personnalités qualifiées qui sont nommées par le conseil exécutif, donc le gouvernement de la Corse, et un commissaire du gouvernement, le DRARI, c'est l'équivalent du DRTT chez vous. Voilà. Ça, c'est pour les membres fondateurs. Les moyens et les ressources, donc la Corse, comme je vous l'ai expliqué, c'est une montagne dans la mer, donc il n'y a pas un pôle attractif, il y en a 2 qui sont à peu près équivalents et qui regroupent, qui concentrent la majorité de la population. Alors pour nous, il ne s'agit pas de délaisser le rural, au contraire. On essaye on s'investit beaucoup en lien avec des communautés de communes de l'intérieur pour faire en sorte pour agir dans ce... Alors, ce n'est pas un désert, mais en tout cas, c'est un milieu qui se désertifie. Et même si on trouve surtout des activités agricoles et artisanales, on essaye de faire en sorte de détecter et de pouvoir accompagner des projets innovants aussi dans l'intérieur de la Corse, qui est encore une fois composé principalement de petits villages avec très peu de structures de type cowork, même si des communes font des efforts pour en avoir. Donc nous, on vient en appui pour détecter, pour animer, pour accompagner des projets, les expertiser, faire en sorte qu'ils puissent se développer en restant à l'intérieur de l'île, puisqu'on a aussi cette fonction-là. Encore une fois, ça a été répété à plusieurs reprises, on est des outils politiques et l'aménagement du territoire fait partie aussi de la stratégie. Mais les sites sont situés à Ajaccio, à Bastia, 2 sites.
On a très peu de mètres carrés, donc on est en train de négocier pour doubler la surface en 2024. On va même plus que doubler la surface. Pour autant, pour l'instant, on a 220 mètres carrés à Ajaccio, 190 mètres carrés à Bastia. On héberge les équipes et les startups, et ce sont des lieux d'animation, de rencontres, donc c'était devenu indispensable. Nos ressources, je vous l'ai dit, 80% de nos ressources proviennent de la région, donc de la collectivité de Corse. Le reste est réparti entre l'État, qui nous apporte 5%, plus le label du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le label incubateur. 5% proviennent des cotisations des membres et 10% de programmes donc de l'Union européenne. C'est des crédits communautaires que nous obtenons à travers des programmes et j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Nos missions, 3 missions principales, la détection, l'expertise et l'accompagnement de projets innovants, l'animation, la sensibilisation et le soutien à l'entrepreneuriat et la mise en réseau des compétences. Donc l'ADN d'Initia, c'est la détection, l'expertise et l'accompagnement de projets innovants. Alors comment ça se passe? Ça se passe en 3 phases en fait. Donc on détecte les projets, on les expertise, c'est le parcours de pré-incubation. On met en place des workshops, des ateliers collectifs sous forme de promotion pour pouvoir à un moment donné challenger les projets qui tapent à la porte. Donc on va les interroger sur leurs propositions de valeur. On va essayer d'homogénéiser un petit peu les demandes qui sont souvent très, très diverses, peu abouties pour certains. Donc c'est un vrai projet de maturation qui permet d'arriver à une première étape, celle de la sélection. Donc nous disposons d'un comité de sélection qui est l'équivalent du jury pour le pôle innovation d'ADECAL. Un comité de sélection qui est composé de 18 membres, principalement venus... alors c'est des membres volontairement qui n'ont pas de lien direct, en tout cas, avec la gouvernance. On a un conseil d'administration. Je suis passé peut-être trop vite tout à l'heure, mais voilà, on a un conseil d'administration, et j'avais cité ses membres. Le conseil d'administration, il a un rôle stratégique, politique. C'est lui qui... où les financeurs vont avoir leur mot à dire. Le comité de sélection, c'est vraiment un jury composé d'experts. Il est technique, et donc on a principalement des chefs d'entreprise, des scientifiques, des spécialistes du financement, du prototypage, de l'industrialisation. Voilà, ils viennent de tous horizons. Ils sont désignés d'ailleurs à titre personnel, donc institut personnel. Ils ne représentent pas une institution ou un organisme. Et ce comité de sélection va être saisi des projets qui auront été pré-incubés et va donner un avis favorable ou défavorable pour une entrée en incubation. Lorsque l'avis est favorable, on aura un programme d'accompagnement aussi. Alors, on va faire en sorte, si possible, de le suivre. Quelquefois, c'est compliqué. Mais on aura un programme d'incubation qui aura été validé pour accompagner en phase 1 les projets qui auront été sélectionnés. Alors, effectivement, il y a 2 phases. Il y a une phase 1 qui est celle qui concentre le plus de moyens, qui est l'incubation proprement dite, et qui dure environ 18 à 24 mois. Donc là, je reviendrai un petit peu sur les moyens qu'on met en place et les prestations et notre offre. Et ensuite, au bout de 24 mois, soit le projet sort du dispositif parce qu'il peut voler de ses propres ailes, soit ça n'est pas le cas, où il a un besoin d'accélération, et on a une deuxième phase de post-incubation qui nous permet de finaliser l'accompagnement. Alors, l'accompagnement va porter, sera un petit peu différent, va porter davantage sur un deuxième tour de table, par exemple, de la série A, pour essayer de staffer davantage l'équipe sur les aspects commerciaux, puisque dans la phase 1, on aura défini le modèle économique, on aura une offre qui sera à peu près stabilisée. Voilà. La phase d'accélération est importante, alors elle porte sur des projets dont le time to market est assez long, souvent à fort contenu technologique.
ou parce qu'on aura eu des retards et des blocages dans la phase 1 qui nécessiteront qu'on rajoute 1 an, voire 2 ans pour certains, c'est très rare. Donc au total, entre la pré-incubation et la phase d'accélération, un projet peut rester chez nous 4 ans, voire pour certains 5 ans, mais c'est très rare. Alors qu'est-ce qu'on apporte à tous ces projets? Alors d'abord peut-être un mot, pardonnez-moi, avant de vous dire un petit peu ce qu'on fait sur ces projets, c'est sur les critères de sélection. Pourquoi c'est important d'en parler? Alors je vais les reprendre en détail ici. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que durant nos différentes rencontres là, depuis mardi, on nous a posé la question qu'est-ce que c'est pour vous l'innovation, etc. Donc moi si vous voulez, le premier critère d'entrée en incubation, bien évidemment, c'est le caractère innovant du projet. Alors, je vais quand même citer les autres. Hein. Il y a la maturité du projet, vous les avez là. Donc il faut que le projet, à un moment donné, qu'une preuve de concept scientifique et technique soit avérée. Après, on pourra toujours discuter du TRL, d'entrée en incubation. En fait, ça varie. Hein. Il n'y a jamais le curseur. Alors, on n'est pas dans une phase de recherche fondamentale en laboratoire, ça c'est clair. Il y a d'autres outils pour ça. Mais il faut quand même qu'on vérifie le degré de maturité du projet. Le besoin d'accompagnement, on peut avoir un projet innovant, pas de besoin d'accompagnement. Si demain Elon Musk tape à la porte, on lui dira qu'il est peut-être plus en mesure que nous de porter son projet. On vérifie l'état de la propriété intellectuelle, la localisation de l'entreprise. L'incubateur de Corse est financé quasi exclusivement par des institutions en Corse, donc on doit développer le projet en Corse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de recrutement à l'extérieur, mais on essaie de faire en sorte que la valeur ajoutée reste sur notre île. La faisabilité économique du projet, je reviendrai sur la définition de l'innovation. Le potentiel de croissance économique, on n'a pas des moyens infinis, on est obligé quelquefois de faire une sélection et on privilégie des projets à impact ou des projets qui vont, à un moment donné, avoir une dimension internationale dans la mesure du possible. En tout cas, ce potentiel-là. Et peut-être que le plus important avec l'innovation, c'est les compétences et les motivations de l'équipe projet. Au tout début, on se focalisait sur l'intérêt du projet et on se disait, voilà, le projet est intéressant, peu importe qui l'amène. Le portage du projet est intéressant. Alors déjà, un porteur de projet seul, c'est compliqué. On va favoriser les équipes. Et d'ailleurs, le rôle de la pré-incubation, c'est aussi de structurer un petit peu plus le portage du projet, de les inciter à trouver des compétences complémentaires, voire un manager. Lorsque, Olivier l'a dit, hein, c'est des profils de technologues, beaucoup. Lorsqu'on s'aperçoit que le volet managérial ne sera pas pris en compte, enfin, n'est pas le point fort du porteur de projet initial. Alors, sur l'innovation, je vais dire quelque chose qui paraît être enfoncer des portes ouvertes. Il y a une définition officielle de l'innovation, c'est celle du manuel d'Oslo de l'OCDE, c'est l'introduction sur le marché d'un produit, bien ou service, nouveau ou nettement modifié. Une fois qu'on a dit ça, on peut faire entrer plein de choses dans les cases, je suis bien d'accord. Pour nous, alors déjà, il faut faire une distinction aussi entre invention et innovation. Ce qui caractérise l'innovation par rapport à l'invention, c'est le caractère marché. Il y a une dimension commerciale qu'il n'y a pas dans l'invention. Donc on est bien dans la créativité, on est dans un processus créatif, mais qui doit déboucher sur une activité commerciale avec derrière un but, c'est la création de valeur. Qui détermine chez Initia si le projet est innovant ou pas? Il y a un premier filtre, c'est l'équipe. Donc à un moment donné, mes ingénieurs de recherche et moi-même, on va vérifier l'état de l'art, vérifier qu'il y a bien un processus. Souvent, on vient nous voir en nous disant je vais monter un projet avec... alors c'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est du nettoyage avec des industriels, donc adressé au monde industriel, avec l'utilisation de certaines machines à ultrasons qui n'existent pas en Corse. Donc on vient nous voir en nous disant ça n'existe pas en Corse. On
on a acheté des super machines au Canada et elles ont un pouvoir de nettoyage de certains dégraissants industriels qui est sans équivalent. Est-ce qu'on peut avoir un accompagnement par Initia? Je dis, est-ce que vous êtes sûr que vous avez un besoin d'accompagnement? Parce que là, en fait, vous avez identifié vos clients, vous avez identifié les moyens de pouvoir adresser votre offre aux clients. A priori, il n'y a pas de processus de création, il n'y a pas de processus d'innovation, c'est-à-dire avec de la créativité, du test, de l'expérimentation, et donc des temps plus ou moins longs pendant lesquels on va faire de la recherche ou du développement sans qu'il y ait de chiffre d'affaires et donc une période extrêmement difficile à financer. En fait, il achète sur étagère du matériel, il investit et ensuite il met en place son activité. C'est ultra louable, ça marche, c'est super, mais il n'a pas besoin d'entrer en incubation. Donc nous, on lui explique qu'il est compétitif, mais il n'y a pas de processus d'innovation. Donc en fait, l'incubateur n'est pas forcément la bonne structure pour lui. Il était déçu, il a dit oui, mais c'est innovant pour la Corse. Oui, ce qui est innovant pour la Corse, nous on regarde s'il y a un processus d'innovation. C'est nouveau. En fait, il fait un investissement compétitif, mais il n'innove pas en son sein. Le producteur de machines canadiennes aurait été en Corse, là oui, parce que lui, il a fait de la R&D, il a travaillé avec un laboratoire. Lui, on l'aurait aidé, mais pas celui qui investit, puisqu'en fait, il achète sur étagère. Il n'innove pas. Voilà, j'ai voulu donner cet exemple parce qu'à plusieurs reprises, on nous a posé la question. Et donc, je finis pour vous dire que dans le processus, l'équipe d'Initia va avoir cette réflexion, cette expertise sur le caractère innovant, mais ensuite, c'est le comité de sélection qui va donner son avis. Parce qu'on ne peut pas dire ça c'est innovant, ça c'est pas innovant. Il y a des degrés, il y a des nuances. Et donc, qu'est-ce qui est significatif selon notre comité de sélection? En fait, ça se décide de façon collective. Et quelquefois, on estime que le caractère innovant n'est pas significatif, et d'autres fois, il l'est, il rentre en incubation, et on déroule le processus. Donc, l'offre de l'incubateur, vous l'avez ici. C'est pas exhaustif, hein, mais vous avez bien compris, hein, on va définir le modèle économique. C'est de la co-construction de projet. Hein. On n'est pas dans l'instruction. Là aussi, le terme accompagnement a son importance. Il y a des structures comme BPI France, l'ADEC de chez nous, donc l'Agence de développement économique de la Corse, qui porte des subventions aux entreprises. Ils n'accompagnent pas. Ils instruisent des dossiers, ils financent. Et c'est super. Il y a des structures qui hébergent. Ils n'accompagnent pas. Ils proposent une offre d'hébergement. Nous, on accompagne. C'est-à-dire qu'on fait de la co-construction de projets. C'est du quotidien. On est avec pendant 24 mois et quelquefois plus. On est avec les porteurs de projets. On se voit quasiment tous les jours, au moins 2 fois par semaine. Ils sont en plus hébergés. Donc on se voit au café, on discute au quotidien. Il y a un programme d'incubation et on essaye de le déployer. Donc pour ça, ça veut dire qu'on va définir ensemble le modèle économique du projet, formaliser le business plan. C'est du coaching personnalisé, comme je vous l'ai dit. Donc moi j'ai une équipe, c'est des binômes, hein, un binôme à Bastia, un binôme à Ajaccio, qui va discuter au quotidien avec les porteurs de projets, les challenger, les bousculer quelquefois, les rassurer souvent. C'est du financement de prestations externes. On a un budget. C'est Laurent qui posait la question. On a une petite équipe, comme tu as vu. Et heureusement qu'on a un budget pour des prestations externes. Et on n'a pas toutes les compétences. On a un premier niveau, par exemple, on fait du conseil en propriété intellectuelle, mais on n'est pas des conseillers en propriété intellectuelle. Ce sont des ingénieurs, avocats. Donc, à un moment donné, quand il faut rédiger un brevet, déposer le brevet, on fait appel à des CPI et on finance la prestation. Et donc, on finance le brevet, l'extension à l'international, etc. Ça peut être de l'assistance juridique, de l'étude de marché, des premières études techniques. On propose également de l'hébergement et tout ce qui est appui à la levée de fonds, c'est-à-dire mise en relation avec des investisseurs, préparation de la levée de fonds. On est présent sur tous les stades jusqu'au closing. On va aider à même rédiger les actes juridiques du pacte d'associés, etc., etc. Je ne sais pas si je suis en retard, en avance. Quelques chiffres clés là-dessus. Alors, vous avez vu, il y a différentes phases. Là, on se focalise sur la phase d'incubation, la phase 1. Donc, on ne parle pas de pré-incubation. 300 projets expertisés jusqu'à maintenant.
77 conventions d'incubation signées, donc phase 1. Donc pour en arriver là, effectivement, il a fallu en expertiser 300. 69 entreprises créées à ce jour. Ça correspond, c'est plus de 200 emplois. Alors il faut direct. Il faut savoir que ce sont des emplois qualifiés. C'est souvent des docteurs, des ingénieurs qui sont embauchés. Plus de 500 emplois indirects. Donc c'est important puisque ça rayonne sur un territoire. 3 millions d'euros d'investis en expertise externe. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on fait appel à des experts, tout ça, ça a un coût. Donc au total, c'est 3 millions d'euros. Mais tout ce travail a permis de lever 30 millions d'euros. Alors, le chiffre a changé récemment, je ne l'ai pas actualisé, mais il y a une boîte chez nous, DriveEco, qui vient de lever 280 millions d'euros. Donc, sur une boîte, on multiplie le montant des fonds levés. Mais ce ne serait pas honnête de l'ajouter comme ça sans porter ces précisions. Donc, je suis resté. Donc, ça veut dire que pour 1 euro engagé par Initia en expertise externe, on lève 10 euros de financement public ou privé, donc c'est un bel effet levier. Alors, je ne l'ai pas précisé, on est un incubateur généraliste. Même si on essaye de susciter, de stimuler l'innovation dans les secteurs clés, c'est-à-dire les axes de recherche de l'Université de Corse et les axes de développement de notre schéma régional de développement territorial de l'innovation et de l'internationalisation, on est généraliste. Alors les axes en Corse, c'est principalement la valorisation des ressources naturelles, les clean tech, donc les énergies renouvelables, c'est les 2 secteurs. On a un petit cluster aéronautique, nous aussi, puisque les carmanes de réacteurs d'Airbus, par exemple, ou certaines pièces d'hélicoptères sont fabriquées en Corse. Donc c'est un sous-traitant de rang 1 d'Airbus et des sous-traitants ensuite dans le domaine des matériaux composites plus particulièrement. Mais bien évidemment, voilà, agro-agri en Corse, énergie, bon, le numérique qui est transversal, avec des applications dans différents domaines. Hein, ça peut être du jeu vidéo, la santé, etc. Beaucoup dans la e-santé d'ailleurs. Mais vous voyez, on a une diversité de projets très forte, quelques biotech, puisque, comme j'ai parlé de valorisation des plantes aromatiques, on a des laboratoires chimie, biochimie, qui travaillent beaucoup sur les huiles essentielles et les plantes à parfum aromatiques et médicinales. On a aussi un cluster en Corse dans ce domaine. Sur les projets, vous avez vu qu'avec la création d'Initia, on est allé au-delà des projets académiques, donc les projets qui sont issus de la recherche publique, c'est 15% de notre portefeuille de projets. On a beaucoup de projets, plus de la moitié sont des projets qui n'ont aucun lien, et on essaye d'adosser le reste des projets aux laboratoires existants, principalement à l'Université de Corse. La répartition géographique aussi, très important pour nous. Vous le voyez, hein, il y a un tropisme ajaxien, bastia, mais on essaye de développer dans l'intérieur, donc il y a quand même à peu près 22 projets sur la Balagne, le centre Corse, la plaine orientale et le sud. Bon, ça fait partie aussi de notre rôle et on ne dégrade pas forcément notre approche de l'innovation sur ces projets. Au contraire, quand on voit qu'il y a un potentiel, on essaye de faire en sorte de muscler l'innovation pour qu'on puisse conserver les mêmes critères pour tout type de projet et en même temps faire en sorte qu'ils restent dans leur micro-région, parce que c'est important pour nous de développer l'intérieur. Les autres missions, rapidement. Donc on a des missions d'animation, comme Olivier, comme Laurent, d'animation, de sensibilisation et de soutien à l'entrepreneuriat. Donc Initia est chargé de diffuser la culture de l'innovation en Corse afin d'impulser l'émergence de nouveaux projets. Ça passe par plein d'actions, des journées d'information, des événements qu'on organise, qu'on produit ou qu'on coproduit avec des partenaires. On est membre cofondateur du pôle Pépite. On déploie Startup à l'école, qui est un dispositif qui met en relation les étudiants, alors on est même au niveau lycée, là, pour le coup, avec les startups. On est aussi partie prenante d'actions menées par Entreprendre pour apprendre, EPA. Je ne sais pas s'il existe en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, ça nous permet de nous adresser même au collège.
enfin plutôt troisième, hein, mais c'est intéressant parce qu'on voit la créativité des jeunes et surtout, c'est de la sensibilisation, c'est-à-dire que c'est des choses que on leur explique que créer son entreprise innovante, c'est des choses possibles. On les incite, notamment à travers la fête de la science, en faisant des journées portes ouvertes, à venir voir les startups et à montrer que l'entrepreneuriat, c'est une voie possible de développement, enfin, d'accomplissement pour eux, sachant que moi, je fais partie d'une génération où la première chose à laquelle on pensait lorsqu'on était à l'université, c'était de rentrer, d'avoir un poste un petit peu pérenne. Et donc l'administration attirait beaucoup à l'époque de jeunes. Et nous, on essaye d'inverser cette tendance. Je pense qu'on y a pas mal contribué depuis 15 ans en leur proposant soit d'intégrer une start-up, soit de créer eux-mêmes leur entreprise. La mise en réseau, troisième et dernière mission, la mise en réseau des compétences. Alors là, on est plutôt dans une action, c'est une action qu'on mène non seulement auprès de nos startups, mais également d'entreprises du territoire. On va faciliter l'accès à un réseau de partenaires. Alors, Retis peut aider, bien évidemment, mais on est impliqué dans 2 programmes européens. Le premier, c'est Enterprise Europe Network, donc c'est le cas ici, vous devez connaître. Ça permet de rechercher des partenariats, des informations, des financeurs au niveau européen, d'avoir accès à certaines ressources, européens et plus. Et on est dans des programmes, on est impliqué dans des programmes Interreg, donc des programmes transfrontaliers, avec nos collègues de Ligurie, Toscane, Sardaigne, qui, là aussi, nous permettent d'échanger. On a créé un réseau d'incubateurs transfrontaliers. C'est intéressant puisque des startups de chez nous ont participé à des concours transfrontaliers, ce qui leur a permis de rencontrer des investisseurs, mais aussi surtout des partenaires. Et donc certains ont créé un établissement secondaire. Alors récemment, c'était en Toscane, à Pise. Et donc, pour leur activité commerciale, ça a été bénéfique. Voilà. Nous, c'est des choses qu'on propose, non seulement à nos startups, mais aussi à des PME. Et c'est là où on a évolué par rapport à ce qu'était Initia au début. Notre public était essentiellement composé de porteurs de projets avec un lien académique. Et aujourd'hui, on est sur tout type de création d'entreprise dès lors qu'elle est innovante. Mais également, on commence à travailler auprès de PME pour favoriser en tout cas l'innovation, les projets d'innovation qui émergent au sein de ces entreprises qui sont déjà implantées, qui n'innovaient pas forcément avant. Sur l'écosystème, bon, c'est des logos qui vont peut-être vous parler pour certains et moins pour d'autres. Tout ça pour dire quoi? C'est que Initia est au cœur de l'écosystème innovant en Corse. Alors innovant au sens très large là pour le coup, puisque vous voyez qu'on a des relations avec des structures qui portent des tiers-lieux, qui gèrent des tiers-lieux. On a des partenaires, on a créé un club d'incubés. Alors ça, c'est intéressant. Tous nos anciens incubés et actuels sont regroupés au sein d'un club et on fait en sorte que ce club pèse, puisqu'il est aussi force de proposition, il est potentiellement une force de proposition auprès des pouvoirs publics qui réfléchissent à mettre en œuvre des dispositifs d'aide à l'innovation. Alors plutôt qu'ils soient hors sol et technocratiques, c'est bien quand autour d'une table, on interroge des gens qui, sur le terrain, ont été confrontés au parcours de développement d'une entreprise innovante. Donc on a aussi créé ce club pour ça, mais également parce que les anciens parrainent les nouveaux, les nouveaux apportent aussi des compétences aux anciens. Donc ça, c'est assez bénéfique. Donc on a des clubs et des réseaux, des partenaires divers comme des grands groupes. Hein, on est ESABIC, c'est-à-dire qu'on est membre d'un réseau d'incubateurs qui travaillent sur les sujets liés au spatial. Donc on retrouve l'Agence spatiale européenne et le CNES, le groupe Orange, le groupe La Poste, etc. Tout ce qui est formation, bien évidemment, hein, on est partenaire des 2 écoles d'ingénieurs qui sont implantées en Corse. On intervient beaucoup, comme je vous le disais, moi j'interviens auprès de l'école doctorale, mais lorsqu'on organise un hackathon ou lorsque nos partenaires organisent un événement de ce type, on est souvent dans le jury de l'un, qui ensuite est dans notre jury, etc., etc. Donc ça permet de détecter des projets, de les susciter aussi, et c'est très intéressant.
Les réseaux de financeurs, on a cette valeur ajoutée pour nos startups. Elles viennent souvent en incubation. Alors, ce n'est pas la majorité, mais beaucoup viennent en se disant on va avoir le coup de tampon Initia et en plus le réseau des investisseurs d'Initia. Puisqu'on a vu pas mal de levées de fonds. Nous, on n'a pas de réseau de business angels sur le territoire. On n'a pas de grandes sociétés. On a une société de capital risque qui porte un tout petit fonds d'amorçage, mais c'est insuffisant. Et donc, on a essayé de déployer, comme on a pu, ce réseau. On a des FIP, on a des investisseurs en seed, etc. etc. J'ai noté aussi HEC en termes de formation, lorsqu'on a des porteurs de projets qui n'ont pas forcément cette fibre entrepreneuriale et qu'on détecte quand même un vrai potentiel, on a une convention avec HEC qui nous permet de les intégrer dans un cycle de formation qui va ensuite être bénéfique lorsqu'ils seront en mesure lorsque la société sera créée, qu'ils seront en position de manager cette société. Voilà. Et comme Olivier, j'ai fini, on ne s'était pas concerté, mais je finis par quelques exemples de projets issus de l'incubateur. C'est simplement pour montrer un petit peu la variété. Biophonia, c'est de la bioacoustique. Donc, c'est un projet qui est lauréat iLab récemment. Donc, en fait, ils écoutent la faune. Donc, ils produisent beaucoup de data qui permettent de mesurer l'impact d'une construction, d'une roue, d'un bâtiment ou d'une extension d'une ville sur la faune. Donc, c'est un sujet de transition écologique d'actualité. Je ne vais pas tous les citer, mais Aquarobotics, par exemple, là aussi, lauréat iLab et multi-lauréat au CES de Las Vegas. Ils ont créé un robot qui permet de cartographier, donc un robot autonome qui est introduit dans les canalisations d'eau potable et qui permet de cartographier ces canalisations, puisqu'il faut savoir que quasiment toutes les communes, alors pas qu'en France, mais dans le monde, ont des réseaux, mais qui ne connaissent pas, qui ne sont pas cartographiés, qui ne sont pas identifiés, parce qu'ils sont souvent anciens. Et donc, quand vous avez des fuites, je pense qu'aujourd'hui, le chiffre dans le monde, c'est qu'on a 30% de pertes à cause des fuites sur les canalisations voilà, dans le monde. C'est énorme quand on sait la problématique de l'eau aujourd'hui, les restrictions, etc. Donc ce robot permet de détecter les fuites, mais aussi de cartographier les canalisations. StepSol, c'est un système de stockage d'électricité. Agilitest, on est dans le pur logiciel. Eyetech qui est ici, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller les seniors qui demeurent à domicile. Donc avec la difficulté, on sait aujourd'hui que les pouvoirs publics poussent pour éviter que les EHPAD soient remplis. Et pour ça, il faut un système de surveillance. Alors aujourd'hui, c'est principalement humain, c'est l'utilisation de personnel soignant à domicile. Et grâce à ça, on n'aura plus besoin de passer par du personnel soignant. Voilà. Midgard, surveillance de feu. Alors j'ai appris, j'étais ignorant de ce côté-là, qu'il y avait des problèmes d'incendie. Alors chez nous, c'est récurrent. On a des bases de Canadair. Et Midgard, c'est un système qui permet de détecter les départs de feu et d'aider la sécurité civile. Pareil, grâce à l'IA, c'est-à-dire on a des drones qui prennent des photos du sinistre et ensuite qui restituent en temps réel des données pour que la sécurité civile puisse conduire au mieux ses actions sur le terrain. Bon, vous voyez, Miloé. Alors, je vais citer Miloé aussi. C'est un système de santé. Pourquoi je le cite? Parce que on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Enfin, on en avait parlé auparavant. Mais c'est un projet qui est né en Corse et qui déploie une partie de ses activités sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je pense que c'est Christophe, tu connais. Voilà. Donc, de différents domaines. Et on est fiers d'avoir accompagné et d'accompagner ces projets en Corse, parce que souvent on nous dit mais on innove en Corse. Voilà, on a des reconnaissances même internationales et on peut innover sur des petits territoires avec des contraintes géographiques très fortes. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel pour la présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public.
bonjour. Alors, moi, j'avais deux petites questions. Oui, je sais. Voilà, je fais. Vous m'entendez pas, là? Si, quand même? Oui, j'entends, c'est voilà, bon. OK. J'avais deux questions. Comment vous travaillez avec l'INRAE et Corsica Agropole pour savoir un peu dans quel sens ça fonctionne et quelles sont les interactions, parce que ça serait intéressant par rapport à ce que fait la Technopole ici en Calédonie. Et la deuxième question, vous disiez en fait que vous vouliez développer aussi l'intérieur de l'île. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des freins et comment, et s'il y en a eu, quels sont-ils et comment vous avez fait pour régler ces freins-là? Voilà, c'est tout. Alors, merci. Merci. Alors, je réponds. Alors, Corsica Agropole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cluster dans le domaine agro-agri qui s'est constitué en Corse sur la plaine orientale, donc qui est composé de l'INRAE, mais aussi de structures d'expérimentation, de recherche dans le domaine viticole, des fruits, des légumes, etc. Alors, il se trouve que Corsica Agropole connaît quelques difficultés de fonctionnement. Donc, on a mis un petit peu en stand-by le lien qu'on avait. Aujourd'hui, notre interlocuteur principal, c'est l'INRAE. Et donc, l'idée, c'est effectivement soit de rapprocher des startups qui sont chez nous et qui ont besoin des ressources de l'INRAE, soit pour l'INRAE de valoriser des travaux de recherche en leur sein. Et ça, on a eu un changement de présidence il y a 2-3 ans. Alors, il se trouve que le président actuel de l'INRAE, du centre INRAE en Corse, vient de Paris, mais c'était mon directeur de thèse. Donc, ça facilite pas mal les choses. Parce que l'INRAE, c'est un petit peu un État dans l'État. C'est chez nous, il n'y avait pas trop de diffusion sur l'écosystème. Donc, il était en lien avec le CIRAD à Montpellier. Il est toujours en lien avec le CIRAD à Montpellier. Il faut savoir que la variété, je pense que c'est le centre, enfin, au niveau des variétés, de la diversité des agrumes traités par le centre INRAE, je crois que c'est le premier en Europe et à mon avis, il doit être vraiment dans le top 3 dans le monde. Mais c'était une espèce de bunker sur la plaine orientale qui ne diffusait pas son savoir sur son environnement. Donc on est en train de décloisonner tout ça. Donc ça, c'est plutôt tout nouveau avec l'INRAE et on espère que Corsica Agropole et les autres structures suivront aussi. Ça fait partie vraiment de notre job, et je pense que vous pouvez en témoigner, Laurent, Olivier, d'essayer d'aller chercher comme ça auprès des structures de recherche, d'expérimentation, des liens pour pouvoir favoriser la valorisation sur les territoires qui sont couverts par l'incubateur ou la Technopole. Ça, c'est pour l'INRAE et pour Corsica Agropole. L'autre question portait sur le développement du rural, de l'intérieur, puisqu'encore chez nous, voilà, le littoral est développé, l'intérieur est désertifié. C'est très compliqué. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est des liens avec les intercos. Toute la Corse est recouverte par des structures intercommunales. On a 2 communautés d'agglos, les 2 grandes, Bastia et Ajaccio. Le reste, c'est des communautés de communes. Quelquefois, même si la superficie peut paraître grande sur une carte, on est aux alentours de 5000 habitants. C'est une population vieillissante. Donc, certaines communautés font des efforts pour créer des coworks, pour que les jeunes puissent travailler. Alors maintenant, avec le télétravail, tout ça, qui s'est démocratisé, ça s'est facilité. Certaines communautés de communes ont mis en place des infrastructures qui permettent de travailler au village, comme on dit chez nous, puisqu'il faut savoir que, par exemple, d'un point à un autre, il peut y avoir 50 km, mais vous mettez 1h30 pour parcourir 1h30 s'il ne neige pas, parce que sinon vous êtes bloqué. Donc les distances et les parcours sont souvent compliqués, et nous on essaie de travailler avec les communautés de communes, en tout cas celles qui ont le dynamisme et le volontarisme de le faire, pour venir dans ces coworks, animer, accompagner, leur expliquer que bien évidemment, l'idée c'est pas de les attirer sur nos 2 sites de Bastia et d'Ajaccio, c'est faire en sorte qu'ils puissent porter leur projet à distance. Et on a pu créer récemment un labo à Belgodère, donc c'est un village sur le promontoire de Balagne, pour ceux qui connaissent, le nord-ouest de la Corse, un labo dans le domaine, un labo de chimie,
c'est un projet de création de cosmétiques à partir d'huiles essentielles de Corse, donc principalement de l'immortelle, mais on retrouve aussi d'autres espèces. Et on a pu créer un labo. Alors c'est vrai que c'est 2 emplois, mais c'est énorme pour un petit village comme ça. Et derrière, elle fait vivre les producteurs d'huile essentielle, puisqu'elle-même, elle est dans la 2e transformation. Et pour nous, c'est super intéressant. Il y a un lien, il y a une collaboration avec l'Université de Corse pour caractériser les huiles essentielles et les utiliser, la bonne molécule anti-vieillissement, etc., ou anti-douleur. Donc, nous, c'est une fierté. Alors, c'est un travail harassant, puisque ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais on y tient, puisque ça fait partie de la stratégie de l'innovation de la Corse aussi, de dire qu'elle doit se diffuser partout et pas que sur les 2 grands pôles. Romain, Pablo, tu voulais poser une question? Donc merci pour la présentation. J'avais aussi 2 questions. La première, c'était lié au débat que vous pouvez avoir en interne sur innovation versus récupération d'une solution qui existe. Est-ce que vous avez eu à traiter sur les thématiques agro, de cas de figure où des porteurs voulaient proposer, on va dire, d'adapter des solutions techniques agricoles aux spécificités des écosystèmes corses ou, on va dire, aux contraintes économiques qu'il pouvait y avoir? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous les avez considérés? Alors, on devrait changer de slide. Non, je ne vais pas te le remettre. Ne le remets pas, ce n'est pas la peine. Vous avez vu, dans le domaine agro-agri, on a quelques projets. On essaye de les susciter, puisque là, aujourd'hui, l'école d'ingénieurs qui est portée par l'Université de Corse et qui est orientée vers les énergies renouvelables appliquées au bâti, va ouvrir une nouvelle filière à partir de septembre de l'année prochaine dans le domaine agro-agri. Ça va faciliter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a beaucoup de projets dans le domaine de enfin, on a beaucoup. On a un nombre important de projets dans le domaine des PAM. Donc, c'est la création de cosmétiques, etc. Et les autres projets qui sont dans la partie agro que vous avez vu sur le graphique, c'est aussi de la transformation, de la création par exemple, de boissons, du vin ou des boissons fermentées, à partir d'agrumes. C'est de la valorisation d'agrumes et de non calibrés qui sont rejetés, normalement, en règle générale, et qui sont récupérés, en fait, pour produire des jus et des boissons en général, je dirais, qui seront ensuite commercialisés. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas de figure dont vous parlez. Sinon, en lien, on a eu des projets industriels, je dirais, sur des systèmes des distillateurs, de la décarbonation sur des moyens de production. Mais on n'est pas vraiment dans l'adaptation de techniques. Il faut dire aussi que l'université n'a pas en son sein, encore une fois, ça va être le cas prochainement avec l'école d'ingénieurs, mais elle n'a pas de spécialisation dans ce domaine. Et comme je l'ai dit précédemment quand vous m'avez posé la question, le lien avec l'INRAE se fait en ce moment, et le pôle agro est en difficulté, donc on a mis un petit peu en stand-by les relations possibles dans ce domaine. C'est quelque chose qui en tout cas, c'est un secteur qu'on doit investiguer beaucoup plus, surtout que ça fait partie des axes stratégiques de développement de la Corse. Donc aujourd'hui, ce n'est pas assez mature pour que je puisse vous donner des exemples, voilà, pour être clair. Et il y avait une deuxième question ? Merci. Ouais, la deuxième était un peu en lien avec ça, justement. Vous expliquiez que dans le COS, c'était essentiellement des experts et il n'y avait pas la gouvernance. À quel moment les, on va dire, pouvoirs publics influent sur le choix des projets accompagnés par rapport aux filières prioritaires dans les stratégies de développement ? Chaque année, nous sommes évalués. Mon conseil d'administration se réunit pour, comme pour toute structure, arrêter les comptes, le bilan, et on parle de stratégie en conseil d'administration. On remet en cause, s'il le faut, la feuille de route qui est fixée par l'incubateur. Mais c'est eux qui fixent la feuille de route. Et nous, on n'est absolument pas coupés
des réalités et des axes stratégiques que la collectivité de Corse met en œuvre. Et c'est en lien aussi avec l'université. C'est peut-être l'avantage d'avoir, en termes de gouvernance, un seul gros donneur d'ordre à la collectivité de Corse. C'est qu'elle a défini des axes, et nous, on s'inscrit dans ces axes. On est une déclinaison de la politique de l'innovation. Donc, bien évidemment, les membres du COS ont aussi ça en tête. C'est-à-dire que si demain, on nous dit « vous devez vous spécialiser dans l'agro », eh bien, on le mettra en place, et les membres du COS auront aussi ça en tête. Ou en tout cas, on leur rappellera en disant « attention, ce projet, on a 2 projets en concurrence, on ne peut en prendre qu'un. On va favoriser le projet innovant qui est dans le domaine de l'agro, parce que nos donneurs d'ordre nous ont dit qu'il fallait privilégier cela. » Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un comité de sélection qui est très technique, en fait, avec des experts, et un conseil d'administration qui a une vision plus stratégique et qui nous dit quelle route, où aller. Et nous, notre rôle, c'est bien évidemment de pouvoir mettre en place cette feuille de route et s'inscrire dans les axes stratégiques qui ont été définis. Encore une fois, le conseil d'administration est au courant de tous les projets qui passent. Ils ont un bilan chaque année, donc s'ils doivent corriger le tir à un moment donné, ils sont toujours en mesure de le faire. Christophe. Oui, bonjour à tous. J'avais une question. Alors d'abord, merci d'abord. C'est important, on en discutait là avec Léna. Je crois que c'est la première fois en fait qu'on a en Nouvelle-Calédonie un acteur tiers qui vient expliciter les métiers que nous on délivre avec les éléments de langage que l'on a. Donc c'est pour nous assez important. J'avais une question. On a un maillage qui est quand même assez dense de French Tech. Ça a été dit précédemment par Olivier, et ce sera peut-être évoqué par Laurent, mais il y a toujours cette question de l'articulation entre les outils tels qu'on les délivre avec les communautés French Tech. Et tu n'en as pas du tout parlé de la French Tech. On n'a pas de French Tech en Corse. C'est tout simplement pour ça. Alors, nos élus, au début, nous ont posé la question de savoir si ça servait à quelque chose. Je me suis renseigné, parce que je ne connaissais pas... nos collègues, mes collègues me parlent de... Capital French Tech, on n'est pas éligible, on n'a pas la masse critique. Donc, et je leur ai dit, on peut s'orienter, pourquoi pas, vers une communauté, une démarche pour créer une communauté French Tech en Corse. Alors d'abord, certains élus étaient réticents, probablement parce que pour certains, il y avait French dedans, pour ne rien vous cacher. Ça fait partie du contexte politique. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ça pouvait être un réseau qui permettait de regrouper plus largement un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs qu'on n'adresse pas nous directement. Donc on candidatera prochainement, probablement, pour le prochain appel à projet. Et moi, je me suis rapproché des 2 communautés French Tech, Marseille et Nice, surtout Nice, parce qu'en plus, il se trouve qu'à la gouvernance, il y a beaucoup de Corses. Donc ça facilite les choses. Et ça m'a permis d'explorer un peu. Et j'avoue que je suis beaucoup plus ignorant que mes 2 collègues là-dessus. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Toi, tu es capitaine. Oui, merci pour votre exposé. Vous mettez en œuvre un certain nombre de missions. On a vu les éléments que vous avez projetés. En termes de moyens humains, quels sont les moyens humains que vous avez en interne et le profil de compétences, le profil de poste, parce que c'est important quand même pour le développement de vos actions. Alors c'est vrai que je suis passé un peu vite sur le slide organisationnel. On est 8. Alors dans les 8, moi je suis à la direction générale, j'accompagne plus de projets en direct depuis cette année. Donc j'ai 2 ingénieurs projets, un sur un site à Bastia, un sur Ajaccio. Ils ont tous les 2 un chargé de mission qui les accompagne qui sont en appui sur l'accompagnement de projets, mais plutôt en pré-incubation, parce que les ingénieurs de projet, pour accompagner des projets, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir on ne sort pas de l'école de commerce pour dire, voilà, maintenant tu accompagnes des projets. Alors, les 2 chargés de mission sortent de l'école de commerce, mais justement, ils sont en apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité au sein du réseau Rétis de les faire monter en compétences, parce que maintenant, on a mis en place
des stages d'immersion. Donc nos collaborateurs, les nouveaux, peuvent aller dans un incubateur, voir comment ça se passe. Moi, j'ai appris mon métier comme ça. Il n'y a pas d'école de directeur d'incubateur ou de chargé d'affaires dans un incubateur. De conseiller d'innovation, ça dépend, de start-up manager, il y a plein de noms différents. Et en fait, c'est entre nous, par apprentissage, qu'on peut apprendre ce métier. Donc j'ai 2 personnes à plein temps là-dessus, qui sont épaulées par des chargés de mission. Mais vous avez vu, j'ai parlé de programmes européens. Il y a aussi les programmes européens, c'est très lourd à gérer, hein, donc ils ne sont pas à 100% là-dessus. Mais j'ai principalement 2 ingénieurs projets là-dessus, avec une assistance pour chacun. Voilà. Tout ça pour un portefeuille projet. Voilà. On est à peu près une vingtaine de projets par an. Donc 10 en haute, enfin, si on fait là, c'est pas tout à fait comme ça, mais presque. On en a 10 en Haute-Corse, 10 en Corse du Sud. Un ingénieur projet qui ne fait que ça, normalement, c'est dans le guide des bonnes pratiques du ministère qui nous labellise. Hein. Ça ne vient pas de moi, mais c'est un chargé d'affaires qui n'a que l'accompagnement de projet à faire. S'il veut bien faire son boulot, et ça dépend le type de projet, bien évidemment, s'il y a un fort contenu technologique, ça peut changer la donne. Mais en règle générale, c'est 8 à 10 projets par chargé d'affaires. Voilà. On a des incubateurs où un chargé d'affaires s'occupe de 25 projets. Vous divisez par le nombre d'heures dans une semaine, il ne consacre pas beaucoup de temps. Surtout qu'on doit laisser un petit peu de temps. Alors, il y a toujours un peu d'administratif, ça dépend comment sont organisées nos structures. Mais si vous arrivez à sortir l'administratif des chargés d'affaires et qu'ils sont à plein temps, ils peuvent faire effectivement une dizaine de projets. Si maintenant ils portent d'autres missions, et c'est le cas, quand je fais des missions d'animation, de détection, les chargés d'affaires ne restent pas dans leur bureau, ils viennent avec nous, ils participent à ces événements. Donc il leur faut aussi un petit peu de temps pour faire du réseau, etc. 10 projets, voilà. Comptez 10 projets par chargé d'affaires. Et dans les 8, j'ai aussi des alternants. C'est des gens qui arrivent sur des missions d'1 an et qui repartent. En CDI, on est 4. Le reste, c'est CDD ou alternant. Ouais. J'ai une autre question. Tu portes comme nous le EEN, oui. Entreprise Europe Network. Peux-tu nous dire là aussi, sur le plan des ressources humaines, comment les choses se passent? Au début, c'était un carton. Ensuite, ça faisait beaucoup parce que le carton était porté par donc, Marilyn, que tu connais, qui est là avant tout pour accompagner les projets. Alors attention, hein, il n'y a pas EEN et l'accompagnement des projets. Hein. EEN vient en complément de l'accompagnement de projet. C'est une corde en plus à notre arc. Hein. Mais il faut derrière s'occuper du réseau, parce que nous, le consortium, c'est PACA Corse. Donc il y a des réunions à Nice, à Marseille, etc. Puis il y a le consortium français, donc des réunions à Paris ou à Annecy récemment. Il faut y aller. Hein. Pour nous, c'est une journée de transport à l'aller, une journée au retour. Hein. Même si on est tout près, qu'on regarde une carte, mais ce n'est pas évident. On a 2 avions par jour pour Nice. Bon. Et ensuite, il y a aussi des réunions européennes, internationales. Donc tout ça nécessite quand même une implication forte. Donc comme on a de plus en plus pris de la place dans EN, utiliser beaucoup plus de ressources qu'avant, puisqu'on s'est rendu compte des bienfaits de ce réseau, ben, du coup, je mets toujours une personne à quart temps, mais elle a une chargée de mission qui est quasiment à mi-temps. Donc on est, si on fait le calcul, sur un 1,75 équivalent temps plein, à peu près. Voilà. Mais ça dépend ce qu'on fait de EN. Il y en a certains, d'autres collègues dans d'autres régions qui utilisent EN de façon partielle et ponctuelle. Et c'est peut-être un mi-temps ou un quart-temps, ça leur suffit. Mais si on utilise le plein potentiel, ça peut effectivement être chronophage. Parce qu'il y a des justificatifs à rendre après. Enfin, il y a toute une mécanique. Ça rapporte de l'argent, ça permet d'avoir du réseau, mais bien évidemment, il y a des contreparties en termes de positionnement des membres de l'équipe. Merci Emmanuel. Alors, si la Corse, c'est compliqué pour vous d'aller à EN en Europe, imagine nous en EKUNI. J'imagine. Voilà. J'imagine. Après, peut-être pour finir, j'ai 3 questions. Ah, bien sûr. Très rapides, parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions.
La première, c'est la pré-incubation, 3 à 6 mois. Comment ça se passe? Est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est collectif? Les deux. Ok. Les deux, très clairement. En fait, lorsqu'un porteur de projet vient nous voir, on va organiser souvent plusieurs rendez-vous, lui montrer alors l'aider à formaliser aussi son projet, parce que nous, il nous faut de l'écrit à un moment donné, c'est comme ça. Mais au début, il y a beaucoup d'oralité, ça nous va. On essaie de comprendre ce qu'il fait, de le mettre en relation déjà avec des acteurs qui peuvent, à un moment donné, lui rendre service. Donc il y a un travail de maturation qui est fait. Et effectivement, comme on a vu que c'était souvent dispersé et que ça prenait du temps, il y a certains moments qu'on fait de manière collective. Ça a deux avantages. On concentre tout sur une journée au lieu de l'éparpiller sur plusieurs journées. Il y a des sujets comme sur la proposition de valeur, sur... à un moment donné, les premiers tests, les premières études de marché qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'un MVP, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas quelque chose de descendant, hein, c'est vraiment interactif. On fait, là, pour le coup, on fait même appel à des cabinets spécialisés qui viennent nous aider à animer ces instances. Mais moi, j'ai créé un truc qui s'appelle le Pass Initia. C'est un module de 4 jours, alors espacé, où on a une promotion. Et le deuxième effet qui se coule, c'est l'effet promotion. C'est intéressant. Voilà, ils se rencontrent entre eux, ils se parlent, et ils échangent sur leurs galères, leurs difficultés. C'est très bien. C'est des petites promotions de 6, 7, 8, pas plus, ce qui permet de personnaliser un petit peu le propos. Et on leur donne du travail aussi entre 2 séances. On leur dit, voilà, si vous voulez commencer à vérifier le retour du potentiel client de votre offre, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Vous nous faites une restitution dans 1 mois. Et 1 mois après, ils pitchent et ils nous disent, voilà, on a téléphoné, on a fait ci, on a fait ça, on a créé un MVP. Comment ? Deuxième question, on a une station N, vous avez pu l'expérimenter tout au long de la semaine. Les acteurs le connaissent. Vous avez présenté Bastia Ajaccio. Ouais. Vous avez des startups qui sont du coup incubées, mais qui sont aussi hébergées. Oui. Alors comment ça se passe et comment ça se gère? Voilà. Alors, je dois faire court, donc je ne vais pas vous parler de l'historique. Ça a été très compliqué avec les communautés d'agglo, puisque nous, on a une logique, c'est d'avoir un site avec une homogénéité. Si on est dans l'innovation et la tech, il faut que sur le site, il y ait des acteurs ou des boîtes qui soient dans le domaine de l'innovation et de la tech. On a contractualisé avec la communauté d'agglo du pays ajaccien qui a dit, bon, ben, on vous donne un petit coin dans notre bâtiment et le reste, vous nous laissez le gérer. Et on leur a proposé de tout gérer, non pas pour avoir la main à leur place, mais pour essayer justement de garder cette homogénéité. Ils ont dit, non, 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 ne vous en faites pas, on va faire en sorte que. Puis au bout du compte, ils devaient équilibrer leur budget. C'est une SPL qui porte, une SPL ne peut pas être déficitaire. Donc, ils ont ouvert au début. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que les startups qui étaient dans la partie incubation, en incubation, chez nous, c'est gratuit. Quand ils passent au stade d'accélération, voire de pépinière, bien évidemment, ils payent des loyers. Et le deal avec la communauté d'agglo d'Ajaccio s'est heurté, s'est fracassé au mur de la réalité budgétaire. C'est-à-dire qu'eux, dans leur espace à côté, qui était dédié normalement aux startups qui sortaient de chez nous, ben, ils ont voulu remplir les bureaux coûte que coûte, et donc on se retrouvait avec des activités qui n'avaient aucun rapport avec la tech et l'innovation. Donc le lieu était mort. Donc on est parti, et là aujourd'hui on loue auprès des deux, mais c'est à nous, on a la gestion, la maîtrise, je dirais, des petits locaux. Hein, vous avez eu 200 mètres carrés, c'est pas énorme. Hein. Station N, c'est combien? Bruno, station N, on est à 200 mètres carrés? 400? Ah non, c'est beaucoup plus grand. Clairement. Avec Donc nous, on vise 500 mètres carrés à Ajaccio, à Bastia. Là. Pour l'instant, on est en dessous, on est à saturation. Mais l'avantage, c'est qu'on a la maîtrise du site, ce qui ne nous empêche pas de faire de l'animation pour le compte des communautés d'agglo qui, eux, sont les maîtres d'ouvrage. Et finalement, à Bastia, on s'y retrouve et on essaye justement de dupliquer le modèle. Le lieu dont je parlais, il est mort, il a été affecté à autre chose. Je pense qu'ils ont compris l'intérêt de confier l'animation à un tiers, surtout qu'ils ont la maîtrise d'ouvrage, on crée des startups qui sont des futures entreprises, qui vont ensuite payer des loyers, ils vont récupérer les loyers. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils nous mettent à disposition les locaux gratuitement. Tout le monde est content. C'est un cercle vertueux. Merci. Merci.
La troisième question, je te la poserai en off. Non, comme tu veux, non, mais sinon je réponds C'est court. sur promis. e-music school. Ah oui, Ouais. Ouais. Est-ce que tu la connais bien? Est-ce que on est amis maintenant. D'accord. On devient amis avec les porteurs de Et projets. du coup, la startup a été créée à quelle date? C'est un vieux projet. On doit être aux alentours de 2012. C'est la première plateforme d'apprentissage de musique sur Internet. Merci beaucoup.